Mais entre cette construction intellectuelle, scientifique qui vient de loin, d'un côté, et puis de l'autre, ce qui se passe au moins à partir de 41 avec la Shoah par balle, le passage à l'acte de la violence de masse, il n'y a pas forcément de lien de cause à effet nécessaire. Il y a une dynamique. Oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a des dynamiques qui ne sont pas obligées de passer, d'entrer en coalescence. C'est-à-dire que entre la construction intellectuelle, raciale, enfin de pseudo-raciale, émotionnelle, qui fait le fond du système de croyance nazi, et ensuite les dispositifs politiques et étatiques qui vont mener à l'extermination, eh bien la concaténation n'allait pas de soi, et il faut le situationnel pour le mettre en place. C'est-à-dire que passer de l'un à l'autre, il faut aussi construire du consensus et de la conviction. Exactement, il faut passer du consensus à la conviction, et les processus de construction sont des processus qui sont pour certains de très longue haleine et qui sont de l'ordre du militantisme pour une partie des élites, etc. Et puis il y a des consensus qui sont parfaitement situationnels, avec des situations. Par exemple, dans le livre de Christopher Browning sur les ordinary men, hein, sur les hommes ordinaires, le discours du commandant Trapp le jour de Joseph Hof est un discours qui a longtemps été pris et qui est souvent analysé comme un discours, on va dire, à la fois de victimisation et d'appel au devoir des gens et d'octroi de marge de manœuvre. Mais si on s'en rappelle le contexte, c'est le alors, discours. C'est très simple. Vous avez affaire à un bataillon qui est le 101e bataillon de police. Ce sont 500 hommes, des hambourgeois, des gens qui ont entre 45 et 50 ans, qui sont la plupart du temps des anciens ouvriers, donc plutôt ancrés à gauche, plutôt ancrés dans la réalité syndicale, pas du tout des nazis fanatiques, qu'on a envoyés au front, enfin qu'on a envoyés à l'Est, mais qui sont trop vieux pour aller au front et donc auxquels on a donné des tâches de maintien de l'ordre, qui ont jusqu'ici gardé des marchés, des trains, etc. Et puis un soir, ou plutôt un matin, leur commandant les réunit aux frontières d'un village qui s'appelle Józefów, qui est dans la région de Jámos, et cet homme, les larmes aux yeux, leur explique qu'il est désolé, que c'est un peu répugnant, mais que il va falloir qu'ils investissent le village de Józefów. Il y a 3000 personnes à l'intérieur, parmi ces 3000 personnes, il y a 1000 juifs, et il va falloir les tuer. Et là, il leur dit, et c'est ça qui est intéressant, il leur dit, écoutez, je comprendrai que ça soit trop répugnant, et vous avez le choix de pouvoir faire un pas en avant pour éviter le massacre. Et là, d'y participer. Pour éviter d'y participer, exactement. Mais évidemment, il n'y a que 7 personnes ou 12 personnes, je ne sais plus combien, mais très peu de gens qui acceptent de faire ceci. Et on a pris cet exemple-là pour essayer de montrer que un certain nombre de mécanismes de l'ordre du social et de l'ordre du psychologique qui étaient de l'ordre de l'obéissance à l'autorité ou de la conformation sociale, avaient expliqué en fait que tous ces gens avaient consenti à la chose. Mais on oublie souvent que pendant ce discours, le commandant Trapp fait une chose qui est quand même assez stupéfiante pour quelqu'un qui est censé ne pas être raciste, etc., etc. Il dit, vous allez devoir tuer ces hommes, ces femmes et ces enfants. N'oubliez pas que dans la patrie, à l'heure actuelle, des avions sont en train d'écraser vos hommes, vos femmes et vos enfants. Pour faire le lien entre les deux, il faut quoi? Il faut de l'imaginaire racial non formulé. Et donc, c'est une des choses qu'on essaie de montrer, c'est que dans toutes ces querelles autour du situationnel, de l'idéologique, etc., il faut essayer de poser les questions un peu autrement et de comprendre que toute une partie de l'encodage racial est tout simplement passée dans la quotidienneté, dans les échanges informels, et que ces gens s'entendent à demi-mot. C'est-à-dire que l'évocation du fait que leurs propres familles sont potentiellement en train d'être attaquées ou massacrées en Allemagne. Eh ben, elle a deux conséquences. La première, c'est que ça fait du geste génocide un geste défensif. Et qu'en second lieu, le racial permet de dire que entre ce petit enfant qui a 1 an et à qui je vais loger une balle dans la tête et l'aviateur de la RAF, eh ben, il n'y a pas de différence. C'est la même substance raciale.